Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales avec une analyse objective et sans parti pris. Aujourd'hui, on va décortiquer un événement qui a fait l'effet d'une bombe, c'est le cas de le dire. Une frappe israélienne en plein cœur de Doha, la capitale du Qatar. Une action qui a ravivé des tensions, mis à mal des alliances stratégiques et soulevé des questions fondamentales sur l'avenir des négociations de paix. C'est un sujet brûlant, et pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut plonger dans les coulisses de cette opération. On va donc voir ce que cette frappe nous apprend sur les enjeux complexes de la région et surtout, pourquoi elle a eu lieu. Alors pour bien saisir l'ampleur de l'événement, il faut d'abord revenir sur le contexte. Le Qatar, on le sait, joue depuis des décennies un rôle central, mais souvent paradoxal, au Moyen-Orient. Ce pays du Golfe a toujours eu cette position unique d'accueillir des dirigeants du Hamas. Et le plus surprenant, c'est que cette présence a été non seulement tolérée, mais même encouragée par Israël et les États-Unis. Pourquoi ? Pour maintenir des canaux de communication ouverts avec le mouvement, parce que, vous le savez, les responsables occidentaux ne pouvaient pas, officiellement, les contacter directement. C'est une relation tellement complexe que le Mossad, l'agence de renseignement extérieur israélienne, a même eu son propre bureau à Doha sous l'ancien directeur Yossi Cohen. C'est dire si les liens non officiels étaient plus forts que les relations diplomatiques formelles. Mais après le 7 octobre 2023, tout a changé. Israël a fait une promesse publique et claire, traquer et éliminer tous les dirigeants du Hamas, peu importe où ils se trouvent. On a déjà vu des frappes ciblées dans des pays considérés comme hostiles, comme l'assassinat d'Ismail Haniyeh en Iran ou de Salih al-Arori au Liban. Mais le Qatar, lui, c'était une ligne rouge. Pourquoi ? D'une part, c'est un médiateur absolument essentiel dans les pourparlers pour la libération des otages israéliens à Gaza, et d'autre part, c'est un allié majeur de Washington qui héberge l'immense base militaire américaine d'Al Udeid. Le directeur du Mossad lui-même, David Barnea, reconnaissait l'importance de cette médiation qu'il jugeait efficace et crédible. Le contexte a continué de s'intensifier avec l'administration Trump. Un nouveau plan de cessez-le-feu a été proposé, incluant la libération des otages et un désarmement du Hamas. Le président Trump avait même lancé un dernier avertissement au Hamas pour qu'il accepte. Et c'est dans ce climat de négociation hyper tendu que la décision de frapper Doha a été prise. Alors la question, du coup, c'est pourquoi ? Pourquoi cette frappe maintenant ? La décision de frapper Doha n'a pas été prise à la légère et elle est loin d'avoir fait l'unanimité au sein de l'établissement sécuritaire israélien. Plusieurs facteurs ont convergé. Déjà, l'opportunité de renseignement. Des sources indiquent que la frappe a été déclenchée par une information rare. Un rassemblement de hauts dirigeants du Hamas, dont Khalil Haya et Zeher Jabarin, était prévu à Doha pour discuter justement de cette proposition américaine. Pour Benjamin Netanyahou, cette occasion d'éliminer des cibles de haute valeur justifiait le risque. Mais les motivations du Premier ministre seraient aussi d'ordre politique. On parle d'une lassitude face à la lenteur des pourparlers qu'il aurait perçue comme une contrainte inutile. Surtout, une frappe réussie aurait pu lui offrir une image de victoire tant attendue. L'opération a été présentée comme une réponse aux attaques récentes qui ont coûté la vie à 6 civils israéliens à Jérusalem. Mais certaines sources affirment que la planification était bien antérieure. En fait, l'idée c'était de briser un tabou, frapper le seul Qatari, un pays hors limite, pour envoyer un message fort. Et puis, il y a la politique intérieure. Certains analystes suggèrent que Netanyahou aurait pu vouloir saboter la proposition de Trump qu'il n'aurait pas approuvée, ou même se distancer du Qatar en raison de certaines allégations. Mais ce qui est fascinant, c'est que la décision a révélé des divisions profondes. Le Mossad, via son directeur David Barnea, s'est fermement opposé à la frappe, craignant de rompre des relations cruciales avec le médiateur qatari. Le chef d'état-major de l'armée, le général Eyal Zamir, a émis des réserves, craignant pour la vie des otages. D'ailleurs, Netanyahou a mis de côté ses voix critiques. Il aurait remplacé Barnea à la tête des négociations et écarté d'autres responsables clés, comme Nitzan Allon, pour s'aligner aux exigences de sa coalition d'extrême droite. La méthode a aussi évolué. D'abord, il était question d'envoyer des agents sur le terrain, mais cette idée a été abandonnée pour une frappe aérienne de précision. Un plan audacieux, une quinzaine de chasseurs, 8 F-15 et 4 F-35, qui décollent, se positionnent au-dessus de la mer Rouge pour lancer des missiles balistiques. L'objectif était de traverser l'espace aérien saoudien et de surprendre les dirigeants du Hamas, tout en minimisant les pertes collatérales. La décision finale a été prise le mardi après-midi, quelques heures seulement avant l'opération. L'opération a été baptisée par certains le sommet du feu. Elle a eu lieu le mardi 9 septembre 2025. L'objectif ? Un immeuble résidentiel dans le centre de Doha.
La frappe a eu lieu peu après 15h46, heure locale, juste avant l'expiration du délai de 12 heures que le Hamas avait promis pour répondre à la proposition américaine. Alors, pour éviter l'intervention américaine, Israël a délibérément retardé la notification à l'administration Trump. Le Mossad savait bien que Washington allait prévenir le Qatar. En fait, l'alerte n'est arrivée à l'armée américaine que quelques minutes avant l'impact. Et même si les Américains ont tenté de prévenir les Qataris, c'était trop tard. Le Qatar a reçu l'avertissement environ 10 minutes après que les missiles aient frappé. L'armée israélienne a présenté l'opération comme une frappe précise. Et c'est vrai, l'immeuble restait debout, ce qui suggère l'utilisation de petites ogives. Sauf que le bilan est pour le moins douteux. Le Hamas a très vite affirmé que la frappe avait échoué à tuer ses hauts dirigeants et que seulement des membres de rang inférieur et un agent de sécurité qatari avaient été tués. En interne, on dit que Israël n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Dès le mercredi matin, les doutes se sont transformés en pessimisme dans les médias israéliens. C'était un échec. Et les conséquences diplomatiques? Alors, elles ont été immédiates et profondes. Le Qatar était le premier à réagir et avec fureur. Son Premier ministre a qualifié l'attaque d'acte de terrorisme d'État et de trahison du processus de médiation. Et surtout, il a annoncé que le Qatar allait réévaluer son rôle dans les futurs pourparlers, une décision qui pourrait priver la région de son principal canal de communication avec le Hamas. Et les États-Unis? Le président Trump s'est dit absolument mécontent. Sa porte-parole a publiquement critiqué une opération qui ne sert ni aux objectifs d'Israël, ni aux objectifs américains. Des conseillers se sont plaints de ne pas avoir été consultés. Malgré tout, Netanyahou a riposté en lançant un avertissement cinglant au Qatar et à tous les pays qui abritent des terroristes. Soit ils les expulsent, soit nous le ferons. Une posture qui contredit la politique israélienne passée, qui, on l'a dit, avait toujours demandé au Qatar d'héberger ses dirigeants pour maintenir une stabilité. Alors, est-ce que cette frappe est un pari risqué pour un nouvel ordre? L'échec apparent de l'opération a mis le feu aux poudres en Israël. C'est la cacophonie. Le Mossad rejette la faute sur d'autres agences. On spécule sur des possibles fuites. Mais au-delà des querelles internes, les analystes se demandent, est-ce la fin des sanctuaires pour le Hamas? Ou alors, est-ce que cette audace est une indifférence aux conséquences diplomatiques et humanitaires, comme le dit Amos Harel dans Haaretz, un risque énorme pour la vie des otages et pour les négociations? D'autres, comme Avi Sagarov, pensent que la frappe pourrait simplement déplacer le centre de décision du Hamas de Doha vers Gaza, renforçant le rôle de l'Égypte en tant que médiateur. Certains voient dans cette action une tentative de Netanyahou d'obtenir une image de victoire et de lancer une offensive plus large. D'autres, comme Liran Friedman, craignent que cela ne fasse que prolonger un conflit déjà sanglant. C'est vrai, tuer quelques dirigeants ne mettra pas fin à la guerre et risque d'inciter les survivants à une résistance encore plus farouche. Finalement, cette frappe israélienne à Doha est bien plus qu'une simple opération militaire. C'est un véritable séisme diplomatique qui a mis en évidence la détermination d'Israël à traquer ses ennemis, mais aussi les coûts et les risques d'une telle audace. Le rôle du Qatar est en suspens, les relations entre alliés clés sont mises à l'épreuve et la crédibilité des canaux de communication est gravement compromise. Alors que les dirigeants restants du Hamas se tairent, une question demeure. Ce pari risqué de Netanyahou marque-t-il le début d'un nouvel ordre où les sanctuaires n'existent plus? Ou alors va-t-il conduire à une escalade encore plus dévastatrice? Ces dynamiques montrent que les enjeux dépassent largement le simple événement rapporté. Merci d'avoir partagé ce moment d'analyse avec nous. Restez attentifs car le décryptage de l'actualité ne fait que commencer. Et à très bientôt pour la suite.